Août 11h40 AM, district financier de Ravancourt. Le café était lumineux et cher, le genre d'endroit où la lumière du soleil rebondissait sur les murs de verre et les tables polies, comme si tout à l'intérieur était destiné à briller. Une musique douce jouait depuis des haut-parleurs cachés. Des costumes remplissaient de la pièce. Des hommes et des femmes avec des visages calmes et des yeux occupés. Des gens qui commandaient sans regarder les menus parce qu'ils venaient d'ici tous les jours. Amira Cole se déplaçait avec précaution entre les tables, un plateau équilibré dans ses mains. Elle portait un simple uniforme noir et blanc, propre, mais usé à force de trop de lavage. Ses cheveux étaient tirés en arrière serrés, non pour le style, mais pour ne pas gêner. Elle marchait vite, silencieuse, entraînée. Chaque pas comptait. Une erreur pouvait lui coûter ses pourboires. Une plainte pouvait lui coûter son emploi. Elle s'arrêta à une table, près du centre du café. « Votre café, monsieur, » dit-elle doucement. L'homme assis là était Lucas Hale. Tout le monde à Ravencourt connaissait ce nom. Lucas se pencha en arrière dans sa chaise, sa veste de créateur drapée parfaitement sur ses épaules. Ses chaussures étaient impeccables. Sa montre attrapait la lumière quand il bougeait son poignet. Son téléphone reposait dans sa main comme s'il faisait partie de lui. Amamira tendit la main pour placer la tasse sur la table. Son coude effleura sa manche. C'était à peine un toucher. L'eau de la tasse éclaboussa le tissu. Amamira se figea. « Je suis tellement désolé, dit-elle rapidement. Je ne voulais pas. » Luca regarda sa manche. Un instant, le café retint son souffle. Puis Luca sourit, pas un sourire gentil, un lent. « Oh, dit-il, tu es désolé? » Avant qu'Amamira ne puisse reculer, Lucas attrapa la tasse et la versa sur elle. Le café était encore bouillant. Il frappa ses mains, ses poignets, son uniforme. La chaleur déchira le tissu fin comme du feu. Amira cria. Le son déchira le café, aigu et cru, coupant chaque conversation à la fois. Elle laissa tomber le plateau. Les tasses se brisèrent. Amamira tomba à genoux, serrant ses mains contre sa poitrine. Sa peau tournait déjà au rouge. Des cloques montèrent vite, gonflant de colère. Des larmes coulaient sur son visage, alors que la douleur s'écrasait sur elle par vagues qu'elle ne pouvait arrêter. Lucas se leva et rit. Il rit fort, rejetant sa tête en arrière comme si c'était la meilleure blague qu'il ait entendue de toute la journée. Il leva son téléphone et le visa sur elle, enregistrant alors qu'elle pleurait sur le sol. « C'est ce qui arrive, » dit-il, sa voix portant à travers le silence. « Quand tu es négligente, » Amamira tremblait, ses mains tremblantes, son souffle coupé par des sanglots. « Je suis désolée, » murmura-t-elle de nouveau, bien qu'elle ne sût plus pourquoi elle s'excusait. Lucas se pencha plus près, ses chaussures chères s'arrêtant à quelques centimètres de ses genoux. « Peut-être la prochaine fois, » ricana-t-il, « tu regarderas où tu vas. » Il regarda autour du café, filmant toujours. « Incroyable, » dit-il. « Ces gens ne savent même pas comment servir le café. » Personne ne bougea. Les autres serveurs restèrent figés, les yeux baissés, les mains serrées sur les côtés. Ils connaissaient les règles. Parle et perds ton emploi. Interfère et ne travaille plus jamais dans ce district. Les clients évitèrent de regarder Amira. Certains fixaient leur téléphone. D'autres firent semblant de lire des menus qu'ils avaient déjà mémorisés. Quelques-uns jetèrent un coup d'œil à Lucas, puis détournèrent les yeux tout aussi vite. Tout le monde savait qui il était. Lucas Hale était intouchable. Le fils de Richard Hale. L'argent le protégeait. Le pouvoir l'excusait. Le silence le suivait partout. Amamira essaya de se lever. La douleur était trop forte. Elle cria de nouveau et s'effondra en avant, ses mains brûlées tremblant sur le sol de marbre. Des larmes tombèrent sur son uniforme, assombrissant le tissu. Lucas rit de nouveau. « Regardez-la, dit-il, zoomant avec sa caméra. Si dramatique. » Un manager fit un pas en avant, puis s'arrêta. Son visage était pâle. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Il regarda le téléphone de Lucas, le sourire de Lucas et choisit la peur. Le café resta silencieux.
Dans ce silence, quelque chose de lourd s'installa dans l'air. C'était le son de l'injustice acceptée, le son de la cruauté permise. Amamira était agenouillée seule au centre de la pièce, sa douleur exposée, sa dignité dépouillée pendant que des gens aux mains propres et au portefeuille plein regardaient ailleurs. Lucas abaissa finalement son téléphone. « Nettoyez ça, dit-il avec désinvolture, reculant vers sa chaise. Et apportez-moi un autre café. Faites-le plus chaud cette fois. » Amira le fixa à travers les larmes, sa bouche ouverte, mais aucun mot ne sortait. La pièce semblait plus petite, plus serrée, comme si les murs eux-mêmes regardaient et attendaient. À cet instant, Avencourt montra son vrai visage. Pas le verre et l'argent et le succès, mais le silence, la peur et la permission tranquille donnée aux puissants de faire tout ce qu'ils voulaient. Et sur le sol froid d'un café cher avec des mains brûlées et une voix brisée, Amamira Cole apprit à quel point sa douleur importait peu dans un monde gouverné par des noms comme Lucas Hale. Le café resta figé sous le choc. Amamira était toujours sur le sol, ses pleurs plus doux maintenant, brisés par la douleur et la peur. L'odeur de café brûlé persistait dans l'air, âcre et amer. Personne ne bougea pour l'aider. Personne ne parla. Dans le coin éloigné du café, un homme posa lentement sa tasse de thé. Son mouvement était calme, sans hâte. L'homme était assis seul dans une banquette d'angle, partiellement caché par une grande plante et l'angle de la lumière du soleil. Il portait un costume anthracite qui lui allait parfaitement, pas flashy, pas bruyant, mais précis. Sa posture était droite, son dos détendu, ses mains fermes. Son nom était Hangio Jean. Jusqu'à cet instant, personne ne l'avait remarqué. À ses pieds gisait un grand chien de garde au pelage sombre et aux yeux vifs et intelligents. Le chien se reposait tranquillement, la tête baissée, le corps immobile. Mais alors qu'Amira criait de nouveau, le chien de garde se leva doucement sur ses pattes. Pas de grognement, pas d'aboiement, juste un changement subtil. Ses muscles se contractèrent sous son pelage, ses oreilles pointées vers l'avant, ses yeux fixés sur le Lucas Hale. Han remarqua le changement instantanément. Son regard suivit la ligne de mire du chien. Ah, il regarda vers le centre du café, vers Amira sur le sol, vers Lucas, se tenant au-dessus d'elle, téléphone toujours dans sa main, riant. Quelque chose changea dans les yeux de Han. Pas de colère, pas de choc, de la concentration. Le genre de concentration qui venait d'une longue expérience du danger. Han étudia la scène attentivement. Les mains brûlées, la peur sur le visage de la jeune femme, le silence de la pièce, la façon dont le pouvoir était utilisé sans retenue. Il prit une lente inspiration. Puis il se leva. Le son de sa chaise glissant en arrière fut silencieux, mais il traversa la pièce. Les têtes se tournèrent. Quelques personnes le regardèrent, curieuses, puis mal à l'aise. Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, stable, confiant, contrôlé, qui faisait que les gens prêtaient attention sans savoir pourquoi. Le chien de garde s'avança à ses côtés, se déplaçant comme une ombre. Ses pattes ne firent aucun son contre le sol. Han marcha en avant. Chaque pas était mesuré, calme, déterminé. Il s'arrêta à plusieurs pieds d'Amamira et Lucas. « Appelez l'aide médicale, » dit Han. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait clairement. Ferme. Elle remplit la pièce sans effort. Elle a besoin d'un traitement immédiat. Lucas se retourna, agacé par l'interruption. Il regarda Han de haut en bas, ses yeux dédaigneux, scrutant le costume, le chien, l'accent. « Qui t'a demandé ?» lâcha Lucas. « Occupe-toi de tes affaires. » Han ne réagit pas. Il baissa les yeux vers Amira. Son visage était pâle. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable. « Avez-vous mal ?» demanda Han doucement. Amira hocha la tête, incapable de parler. Han se tourna légèrement vers le comptoir. « Appelez une ambulance », répéta-t-il. Le manager hésita, les yeux se dirigeant vers Lucas.
Lucas ricana. « Oh, s'il vous plaît, dit-elle. Elle va bien, elle veut juste de l'attention. Les gens comme elle le font toujours. » Quelques rires nerveux vinrent de la table de Lucas. Han se redressa, l'air autour de lui sembla se tendre. « J'ai dit, » Han répondit calmement, « appelez une ambulance. » Lucas s'approcha, son sourire aigu. « Et j'ai dit, elle va bien. » Il dit, « Tu es une sorte de héros ou juste un autre étranger essayant de paraître important. » Les mots étaient destinés à provoquer. Ils ne le firent pas. Han croisa les yeux de Lucas pour la première fois. Il n'y avait pas de colère dans son regard, seulement de l'immobilité. Cela fit Lucas marquer une pause juste un instant. « Vous l'avez agressé, » dit Han. « Vous avez causé de graves brûlures. Vous prendrez vos responsabilités. » Lucas rit bruyamment, secouant la tête. « As-tu la moindre idée de qui je suis? » L'expression de Han ne changea pas. « Je sais exactement qui tu es, » dit-il. Lucas leva son téléphone de nouveau. « Tout le monde entend ça, » dit-il pointant la caméra. « Ce type pense qu'il peut me parler. » Il sourit d'un air suffisant à Han. « Prends ton chien et assieds-toi avant de te ridiculiser. » Le chien de garde déplaça son poids. Toujours silencieux, toujours observant, Han s'avança d'un demi-pas. Pas menaçant, pas agressif, juste plus proche. La pièce retint son souffle. « Vous cesserez de filmer, » dit Han d'une voix égale. « Vous vous excuserez et vous vous assurerez qu'elle reçoive des soins médicaux. » Lucas éclata de rire. « C'est incroyable, dit-il. Vous êtes vraiment sérieux. » Il se pencha vers ses amis. « Vous imaginez, plaisanta-t-il, se faire sermonner dans mon propre café. » Han n'éleva pas la voix, mais le calme en elle portait du poids. « Votre argent ne vous place pas au-dessus des conséquences, » dit-il. Il ne fait que les retarder. Lucas le repoussa d'un geste. « Va-t'en, claqua-t-il, avant que tu ne le regrettes. » Han regarda Amira une dernière fois. Puis de nouveau Lucas, dans une brève seconde, quelque chose d'illisible passa sur le visage de Han. Une promesse. Lucas ne le vit pas. Il était trop occupé à rire, trop inconscient de l'homme debout devant lui, trop certain que rien ni personne ne pouvait le toucher. Il avait tort. Le rire s'estompa. Il ne disparut pas complètement, mais il perdit sa force comme un son coupé en deux. Lucas Hale souriait toujours, tenant toujours son téléphone, mais quelque chose avait changé dans la pièce. L'homme calme devant lui n'avait pas reculé. Il n'avait pas élevé la voix. Il ne s'était pas excusé. Han Schwenne se tenait immobile, ses mains détendues à ses côtés, sa posture droite. « Tu veux savoir qui tu es? » dit Han doucement. « Je peux te le dire. » Lucas roula des yeux. « Oh, ça devrait être bon. » Han parla d'une voix égale, ses mots précis comme s'il lisait des faits, pas des insultes. « Tu es Lucas Hale, troisième enfant de Richard Hale. Tu vis dans un penthouse qui appartient à ton père parce qu'aucun immeuble privé ne t'acceptera après des plaintes répétées. Tu as été renvoyé d'une université d'élite après un incident qui a été payé pour le silence. Tu loues tes voitures parce que la propriété exigerait des comptes. Tu n'as jamais fait face aux conséquences pour quoi que ce soit. » Le café devint silencieux. Même les amis de Lucas cessèrent de sourire. Le visage de Lucas se crispa. « De quoi diable parles-tu? » Han ne s'arrêta pas. « Tu as agressé des gens avant. Tu as filmé l'humiliation avant. Tu crois que l'argent te rend intouchable. Il ne t'a rendu que négligent. » La main de Lucas se serra autour de son téléphone. « Tu mens, » claqua-t-il. Mais sa voix manquait de sa confiance d'avant. À ce moment, deux gardes de sécurité se précipitèrent depuis l'entrée du café. Deux grands hommes en uniforme sombre. Leurs yeux allèrent droit sur Lucas. « Monsieur Hale, » dit l'un rapidement, s'avançant devant lui. « Y a-t-il un problème ici? » Lucas pointa Han immédiatement.
Cet homme me menace, dit-il. Faites-le sortir. Les gardes se tournèrent vers Han. L'un d'eux jeta un coup d'œil au chien à ses côtés et hésita. Monsieur, le garde dit avec prudence, nous allons devoir vous demander de partir. Han hocha la tête une fois. Avant de bouger, il parla de nouveau. Cette femme a besoin d'attention médicale, dit-il, et cet incident est une agression. Lucas rit vivement. Vous entendez ça? Il appelle ça une agression. Les gardes échangèrent un regard, mais ne dirent rien. Quelques instants plus tard, les portes du café s'ouvrirent de nouveau. 2 policiers entrèrent. La vue des uniformes apporta un soulagement visible au manager. Il s'avança rapidement. Il y a eu un malentendu, dit le manager nerveusement. Un déversement, un accident. Lucas sourit. Exactement, dit-il en douceur. Elle a renversé du café sur elle-même. Les officiers regardèrent Amira sur le sol, ses mains brûlées, son corps tremblant. Puis ils regardèrent Lucas. La reconnaissance traversa leur visage. Leur ton changea. « Monsieur Hale, » dit un officier poliment. « Allez-vous bien, monsieur? » Lucas hocha la tête, satisfait. « Parfaitement bien, » dit-il. « Juste à gérer un drame inutile. » Les officiers se tournèrent vers Han. « Monsieur, nous allons avoir besoin que vous vous éloigniez. » Han n'argumenta pas. Il tendit la main dans la poche de sa veste, sortit son téléphone. Il se tourna légèrement du groupe et passa un court appel. Sa voix était basse. « Viens. » Il ne parla que quelques mots. Puis il termina l'appel. Il remit le téléphone dans sa poche et attendit. Moins d'1 minute passa. La radio sur l'épaule d'un officier crépita. L'officier écouta. Sa posture changea. Son visage devint immobile. Il jeta un coup d'œil à son partenaire, puis de nouveau à Han. L'air changea de nouveau. « Monsieur Hay, » dit l'officier, sa voix maintenant neutre. « Attention, nous allons avoir besoin de prendre les déclarations de toutes les personnes impliquées. » Lucas cligna des yeux. « Quoi? Nous devons suivre la procédure, » continua l'officier. Lucas rit avec incrédulité. « Procédure? Savez-vous qui est mon père? » « Oui, monsieur, » répondit l'officier, « et nous devons toujours procéder. » Lucas devint rouge. « C'est ridicule, » claqua-t-il. « C'est personne, » l'officier ne répondit pas. Han s'avança et tendit sa carte au manager du café. « Assurez-vous qu'elle reçoive des soins, » dit-il. « Tous les coûts seront couverts. » Il se tourna vers Amira. « Vous n'êtes pas seul, » dit-il doucement. « Ceci ne sera pas ignoré. » Amira leva les yeux vers lui. Mais quelque chose d'autre scintilla dans ses yeux. « Oh! » Han se retourna et marcha vers la sortie. Ash le suivit silencieusement. Alors que Han atteignait la porte, Lucas lui cria après. « Vous le regretterez, » cria Lucas. « Personne ne me fait ça. » Et s'éloigne. Han ne se retourna pas. Il sortit au soleil. Derrière lui, Lucas se tenait tremblant de colère, inconscient que quelque chose de bien plus grand que sa rage avait déjà été mis en mouvement. Les conséquences avaient commencé. Il ne pouvait juste pas les voir encore. Des années avant le café, avant que Ravencourt ne connaisse son nom, Hensio Jane arriva dans la ville avec une seule valise et un passé dont il ne parlait pas. Il arriva à la fin du printemps, l'air encore assez froid pour mordre. La ligne d'horizon de la ville semblait infinie, nette et fière, comme si elle n'avait pas de place pour les gens qui arrivaient avec rien. Han descendit du bus silencieusement, vêtu simplement, ses mouvements disciplinés, ses yeux toujours à la recherche. Il avait été entraîné pour la structure, pour l'obéissance, pour la survie. Avant Ravencourt, Han avait servi dans une unité militaire connue pour son silence plus que pour ses louanges. Il avait appris à observer sans être vu, à évaluer les menaces en secondes, à agir sans hésitation quand nécessaire. Mais quand son service se termina, le monde auquel il retourna n'avait pas de place préparée pour lui. Il essaya d'abord le chemin honnête. Il travailla dans des emplois de sécurité, des corps d'entrepôt, des patrouilles de nuit. Il suivit les règles.
Il garda la tête basse, mais il apprit rapidement ce que beaucoup apprenaient trop tard. Les règles protégeaient ceux qui avaient déjà du pouvoir. Les autres étaient censés endurer en silence. Quand un petit propriétaire de magasin fut volé et battu, la police arriva tard et partit tôt. Quand un chauffeur-livreur fut menacé par des gangs, personne n'intervint. Quand des commerces d'immigrants furent extorqués, ce fut appelé malheureux. Han remarqua un schéma où les systèmes échouaient, la peur s'installait. Il s'engagea dans les brèches. Au début, c'était simple. Escorter des propriétaires de magasins chez eux, se tenir devant les magasins la nuit, s'assurer que les menaces ne se transformaient pas en action. Il ne demanda jamais d'argent. Les gens insistaient pour payer de toute façon. La rumeur se répandit. Bientôt, il protégeait des expéditions, puis des quartiers, puis des blocs entiers de petites entreprises qui avaient été ignorées trop longtemps. Han ne promettait pas la sécurité. Il promettait la présence. Et la présence changea tout. Les gens qui agissaient autrefois sans conséquence commencèrent à hésiter. La violence cessa d'être facile. L'exploitation devint risquée. C'est ainsi que le cercle des Indes se forma. Pas comme un gang, pas comme un empire, comme un réseau. Des hommes et des femmes qui comprenaient que la protection ne venait pas seulement des discours ou des lois. Elle venait de se tenir ferme quand d'autres s'écartaient, de l'équilibre quand le pouvoir penchait trop dans une direction. Han ne se nomma jamais un leader, mais d'autres le firent. Il ne prit pas de territoire. Il prit la responsabilité. Sa philosophie était simple. Quand les systèmes fonctionnent, recule. Quand ils échouent, intervient. Ash entra dans sa vie pendant ses premières années. Le chien avait été entraîné pour l'application, élevé pour le contrôle, puis rejeté quand il fut étiqueté trop agressif. Le refuge prévoyait de l'euthanasier. Han vit quelque chose de différent dans les yeux de l'animal. Pas de rage, de la loyauté, de la concentration. Ash n'aboya pas quand Han s'approcha de la cage. Il ne grogna pas. Il se tint simplement debout et observa, mesurant, attendant. Han comprit ce regard. Il signa les papiers ce jour-là. À partir de ce moment, Ash ne fut jamais loin de son côté. Le lien ne fut pas construit par des ordres ou des punitions, mais par la confiance. Ash apprit le silence de Han, ses pauses, sa respiration. Han apprit les instincts de Ash, ses signaux, ses avertissements silencieux. Ensemble, ils se déplacèrent à travers la ville inaperçus par ceux qui ne savaient pas regarder. Avec le temps, la réputation de Han grandit. Pas dans les journaux, pas en ligne, en murmure. Les gens disaient qu'il réparait des choses qui ne pouvaient être réparées. Qu'à son apparition, le chaos se calmait. Qu'il ne cherchait pas la violence, mais il ne la craignait pas non plus. À travers tout cela, Han resta prudent. Il évita l'attention, il évita l'ego, il évita de devenir la chose même à laquelle il s'opposait. C'est pourquoi dans le café, il remarqua Amira immédiatement. Pas son uniforme, pas ses erreurs, son sourire. Avant que le café ne se renverse, avant le cri, Han l'avait vue quand elle servait son thé. Polie, prudente, trop entraînée. Un sourire de survie. Le genre porté par des gens qui apprenaient tôt que rester agréable les gardait en sécurité. Qu'être invisible était une forme de protection. Que la dignité devait être pliée petite pour survivre. Han avait porté ce même sourire il y a des années. Il le reconnut parce qu'il lui avait autrefois appartenu. Quand il vit ce sourire disparaître sous la douleur et l'humiliation, quelque chose s'installa dans sa poitrine. Pas de colère, de la certitude. Le système avait échoué de nouveau. Et quand les systèmes échouaient, Hensiogine ne détournait pas le regard. Il ne l'avait jamais fait. Il ne le ferait jamais. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et la peur silencieuse. Amira était allongée sur le lit étroit, ses mains enveloppées de bandages blancs épais. Des tubes couraient de ses bras vers des machines qui bourdonnaient doucement à ses côtés. Son visage était pâle, vidé par la douleur et l'épuisement, mais ses yeux étaient ouverts, éveillés, regardant le plafond comme si elle craignait de dormir. Brûlure au 2e degré. Le docteur avait dit grave mais guérissable.
Des semaines de guérison, des semaines sans travail. Hancho Jane se tenait près de la fenêtre, son reflet faible contre la vitre. Ash gisait à ses pieds, alerte mais immobile. La ville à l'extérieur continuait comme si rien ne s'était passé. Han se tourna de nouveau vers Amira. « Avez-vous de la famille ?» demanda-t-il doucement. Amamira hésita. « Oui, dit-elle doucement. « Ma sœur. » Han attendit. « Naomi ?» Amira continua. « Elle est partie. » Le mot restait en suspens dans l'air. « Partie comment ?» demanda Han. Amira déglutit. Ses yeux se remplirent, mais elle ne pleura pas. C'était comme si elle avait déjà trop pleuré. « Elle a disparu, dit-elle. Il y a 6 mois. » Han sentit quelque chose se serrer en lui. 6 mois, Naomi Cole, elle avait travaillé dans une usine de fabrication appartenant à Hale Industrial Group. Elle avait d'abord été fière de l'emploi. Il payait mieux que la plupart. Il offrait de la stabilité, ou du moins, c'était ce qu'il prétendait. Elle a remarqué que des gens tombaient malades, dit Amamira. Éruption cutanée, problèmes respiratoires, évanouissement. Naomi l'avait signalé, déposé une plainte formelle. Elle croyait que le système la protégerait. Il ne l'a pas fait. « Un homme est venu à notre appartement, murmura-t-elle. Il a montré un badge. » Elle regarda Han. Un vrai badge, ou du moins il en avait l'air. L'homme leur dit que Naomi causait des problèmes, que des plaintes comme les siennes mettaient en colère des gens puissants, que si elle ne la retirait pas, des choses pouvaient arriver, de mauvaises choses. Il a dit qu'il pourrait arrêter notre frère, Amamira continua, dit qu'il pourrait planter de la drogue, dit que les factures d'hôpital de notre grand-mère pourraient soudainement devenir un problème. Han écouta sans interrompre. Le lendemain, dit Amamira, sa voix tremblant maintenant, Naomi n'est pas rentrée à la maison. Ils l'ont signalée disparue. La police posa quelques questions, prit des notes, fit des promesses, puis rien. Ils ont dit qu'elle s'était probablement enfuie, dit-elle amèrement. Dit que les adultes disparaissent tout le temps. La mâchoire de Han se serra. Ont-ils enquêté sur l'usine, demanda-t-il. Amira secoua la tête. Ils nous ont dit de ne pas insister. Dis, nous devrions être reconnaissants que rien de pire ne soit arrivé. Le silence remplit la pièce. Han fixa le sol, des souvenirs surgissant sans y être invité. Il y a des années, avant le cercle des hommes, avant Ravencourt, des hommes avec des badges étaient venus aussi à sa famille. Ils avaient menacé, intimidé, utilisé la loi comme une arme au lieu d'une protection. Il se souvenait de la peur de sa mère, du silence de sa sœur. Il se souvenait à quel point cela se sentait impuissant. « Quel âge a votre sœur » demanda Han. « 24, dit Amamira. Elle voulait économiser de l'argent, retourner à l'école. Han hocha lentement la tête. « Naomi avait-elle des ennemis » demanda-t-il. « Non, dit Amamira immédiatement. Elle était tranquille. Prudente. Elle suivait les règles. Elle rit doucement sans humour. C'était son erreur. Han se tourna de nouveau vers la fenêtre. Dehors, une ambulance passa. Les sirènes s'estompaient au loin. Ce n'était pas une histoire isolée. C'était un schéma. Le pouvoir utilisant la peur. L'autorité portant des masques. La famille réduite au silence parce qu'elle était facile à réduire au silence. Et Han a senti quelque chose changer profondément en lui. Pas de rage. Pas encore. De la résolution. Ce n'était pas aléatoire, dit-il calmement. Votre sœur n'a pas disparu. Elle a été retirée. Le souffle d'Amira se coupa. Vous pensez qu'elle est vivante? Demanda-t-elle. Han ne répondit pas immédiatement. Je pense, dit-il avec prudence, que la vérité a été enterrée exprès. Amamira tourna la tête vers lui, espoir et terreur se mélangeant dans ses yeux. Ils nous ont dit que nous perdrions tout si nous continuions à demander, dit-elle. J'avais peur. Han rencontra son regard. Vous protégiez votre famille, dit-il. Ce n'est pas une faiblesse. Il s'approcha du lit. Vous avez fait ce que vous pouviez, continua-t-il. Maintenant, laissez-moi faire ce que je peux.
Ash se leva et posa légèrement sa tête contre le cadre du lit. Sa présence était ancrante et stable. Amamira ferma les yeux. Pour la première fois depuis que Naomi avait disparu, quelqu'un avait dit les mots à voix haute. Quelqu'un la croyait. Han ajusta ses manchettes, le mouvement précis. Ce n'était plus à propos d'une insulte dans un café. C'était à propos d'une sœur qui avait fait confiance au système et avait disparu à cause de cela. Et pour Han Xiueni, cela le rendait personnel. Très personnel. L'entrepôt n'existait sur aucune carte officielle. Sur le papier, le terrain appartenait à une entreprise de logistique fermée. Les registres ne montraient aucune activité, aucune consommation d'énergie digne d'être notée, aucun employé enregistré. Mais Han savait mieux. Les chiffres pouvaient mentir. Le silence ne le pouvait pas. Il se tenait de l'autre côté de la rue tard dans la nuit, regardant le bâtiment respirer. Des lumières clignotaient derrière des fenêtres couvertes. Des camions arrivaient et partaient à des heures impaires. Des gardes patrouillaient le périmètre, mais leur concentration était mauvaise. Tournés vers l'extérieur, pas vers l'intérieur, conçus pour empêcher les gens de partir. Han baissa le regard et signala une fois. Ash bougea en premier. Le chien de garde se glissa dans les ombres, silencieux, alerte, chaque sens aiguisé. Han suivit avec 3 membres de confiance de son réseau. Pas d'uniforme, pas de marque, juste un but. Ils attendirent le changement de corps. Puis ils bougèrent. La sécurité extérieure tomba rapidement. Désarmés, maîtrisés, laissés vivants mais inconscients. Pas de bruit, pas d'alarme. Han n'avait aucun intérêt pour le chaos. Il voulait la vérité. Ils entrèrent par une porte latérale. À l'intérieur, la section avant semblait propre. Trop propre. Des machines alignées en rangée. Une petite zone d'assemblage. Cela pouvait passer pour une opération légitime au premier coup d'œil. Han passa devant. Il savait mieux. À l'arrière se tenait une porte renforcée avec des serrures biométriques. Pas de nom d'entreprise. Pas de panneau de sécurité. Han hocha la tête. La porte tomba. Ce qui attendait derrière changea tout. L'air était lourd, épais, aigre. Des rangées de personnes étaient assises à des postes de travail, leurs mouvements lents et mécaniques. Des hommes et des femmes d'âge différents, leurs vêtements étaient usés, leurs visages creux. Certains avaient les mains bandées, d'autres toussaient doucement en travaillant. Des nattes de couchage tapissaient les murs, des seaux servaient de toilette. Ce n'était pas de l'emploi, c'était de la captivité. Personne ne leva les yeux quand Han entra. Pas au début. Ils avaient appris que regarder invitait la punition. Puis quelqu'un murmura. Une ondulation traversa la pièce. Des gardes se précipitèrent en avant, mais ils étaient trop tard. L'équipe de Han bougea vite, précise. Les gardes furent maîtrisés et sécurisés avant qu'une seule alarme ne puisse être déclenchée. Han s'avança lentement. « Arrêtez de travailler, dit-il calmement. Les travailleurs se figèrent. « Vous êtes en sécurité, continua-t-il. Personne ne vous fera de mal. » Ils ne le crurent pas. Pourquoi le freinent-ils? Puis Han la vit près du mur du fond, assise à un poste, plus mince que sur sa photographie, les cheveux coupés courts, les yeux ternes d'épuisement. Naomi Cole. Han sentit sa poitrine se serrer. Il s'approcha d'elle avec précaution. « Naomi, dit-il, sa tête se leva. Pendant une seconde, il n'y eut rien. Puis la reconnaissance, ses yeux s'écarquillèrent. Elle se leva, instable, comme si elle craignait que le sol ne disparaisse. « Ma sœur, murmura-t-elle. « Elle est vivante, dit Han, et elle vous attend. » Naomi s'effondra. Han la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Elle était légère, trop légère. Ils bougèrent vite après cela. Les travailleurs furent laissés sortir discrètement, chargés dans des véhicules non marqués. Chacun reçut de la nourriture, de l'eau, des couvertures. Certains pleurèrent, certains regardèrent avec incrédulité. Certains s'accrochèrent les uns aux autres, craignant que la liberté ne disparaisse s'ils clignaient des yeux.
Naomi fut enveloppée dans une veste et aidée à monter dans la voiture de Han. Ses mains tremblaient alors qu'elle agrippait le siège. « Ils ont dit qu'ils feraient du mal à notre famille, » murmura-t-elle. « Ils ont dit que nous leur appartenions. »« Ils ont menti, » répondit Han, « et ils ne vous atteindront plus jamais. » À l'intérieur de l'entrepôt, l'équipe de Han documenta tout. Équipement, conditions, registres, vidéos, noms, chaîne d'approvisionnement. Rien ne fut détruit. Tout fut copié. À l'aube, l'entrepôt était vide. Pas de travailleurs, pas de gardes, pas de traces. Le bâtiment retrouva le silence, mais les preuves étaient déjà en mouvement, sécurisées, dupliquées, protégées. Han se tenait dehors alors que le soleil commençait à se lever. Cela avait commencé comme un avertissement, un message, une chance de retenue. Maintenant, c'était quelque chose d'autre. Une ligne avait été franchie, et Hansio Jane n'avait plus l'intention de restaurer l'équilibre tranquillement. Ce n'était plus une correction, c'était la guerre. L'article fut mis en ligne à exactement 6 heures du matin. Au moment où Ravencourt se réveilla, tout avait changé. Le nom d'Irene Park apparut en haut de chaque écran. Téléphone, tablette, moniteur de bureau, télévision et café et gymnase. Le titre était direct, impossible à adoucir. À l'intérieur de Hale Industrial, travail forcé, installation illégale et des années de silence. L'histoire était longue, détaillée, implacable. Elle contenait des documents, des images, des registres internes, des déclarations de témoins et des chronologies qui remontaient à des années. Elle décrivait des installations non enregistrées. Elle montrait des schémas d'intimidation. Elle exposait des pistes financières qui menaient directement au plus haut bureau de Hale Industrial. Il n'y avait pas de spéculation, seulement des preuves. En quelques minutes, le cours de l'action de l'entreprise commença à chuter. D'abord, il plongea, puis il tomba, puis il s'effondra. Les traders paniquèrent. Les téléphones sonnèrent sans fin. Des réunions d'urgence furent convoquées. À la mi-matinée, Hale Industrial avait perdu des milliards en valeur marchande. Les présentateurs de nouvelles luttaient pour suivre alors que les analystes parlaient sur des tons pressés et sérieux. « Ce n'est pas juste un scandale, dit l'un, c'est un effondrement structurel. » Les agences fédérales agirent vite, trop vite pour être arrêtées. Des enquêteurs arrivèrent au bureau de Hale Industrial avant midi. Des ordinateurs furent saisis. Des dossiers furent mis en boîte. Des cadres furent escortés avec des visages raides et des sourires forcés. Les régulateurs annoncèrent des enquêtes conjointes, travail, finances, sécurité environnementale, droits de l'homme. Chaque déclaration aggravait la situation. Au centre de tout cela se trouvait Lucas Hale. Il se réveilla tard ce matin-là, la tête battante, le téléphone bourdonnant sans arrêt sur sa table de nuit. Au début, il l'ignora. C'était normal. Des messages l'attendaient toujours. Quand il regarda enfin, son sourire disparut. Des dizaines d'appels manqués, des centaines de notifications. Ces fils de médias sociaux, autrefois remplis de louanges et d'envie, étaient maintenant une tempête de colère et de dégoût. De vieilles vidéos refirent surface, de vieilles photos, des commentaires qu'il avait oublié avoir faits. Son nom était en vogue, mais pas comme avant. Luca essaya d'appeler son père. Pas de réponse. Il essaya d'appeler son assistant. Déconnecté. Il essaya d'appeler des amis. La plupart ne répondirent pas. Ceux qui le firent sonnaient distants, prudents. L'un d'eux murmura « Tu devrais te faire discret ». Luca arpenta son penthouse, la rage montant à chaque pas. Il claqua des portes, jeta un verre à travers la pièce. Il n'était pas habitué à perdre le contrôle de la situation. Dans l'après-midi, sa carte de crédit cessa de fonctionner. Le soir, les marques retirèrent discrètement son visage de leur plateforme. Les invitations disparurent. Les événements furent annulés. Les contrats de sécurité furent résiliés jusqu'à nouvel ordre. Le monde qui lui ouvrait autrefois des portes les fermait maintenant sans explication.
Tard cette nuit-là, Lucas alla à son garage. L'espace était vide. Sa voiture était partie. Le véhicule de luxe qu'il aimait plus que la plupart des gens, manquant. Il cria sur le préposé, menaça, demanda des réponses. Il n'y en eut aucune. Les images de sécurité ne montrèrent rien. Les registres ne montrèrent aucune brèche. La voiture avait simplement disparu. Luca le signala immédiatement. Il s'attendait à la panique. Au lieu de cela, il fut accueilli par des retards, des tons neutres, un langage formel. Quelque chose n'allait pas. 2 jours plus tard, la voiture revint. Elle était garée proprement au même endroit. Propre, non endommagée. Sur le siège conducteur reposait une seule enveloppe. À l'intérieur se trouvait un court message. « Vous étiez surveillé. » Les mains de Luca tremblèrent en le lisant. Pour la première fois, la peur s'insinua dans des endroits où l'arrogance régnait autrefois. Il cessa de sortir, cessa de publier, cessa de rire. Chaque son à l'extérieur de son penthouse le rendait tendu. Chaque numéro inconnu semblait dangereux. Les miroirs dans sa maison semblaient trop réfléchissants. Les fenêtres trop ouvertes. Il avait passé sa vie à croire que le pouvoir signifiait la sécurité. Maintenant, il comprenait la vérité. Le pouvoir sans contrôle était fragile et le sien était parti. À travers la ville, les bureaux de Hale Industrial se tenaient gardés et silencieux. Les employés attendaient des instructions qui ne vinrent jamais. Les actionnaires exigeaient des réponses qui n'existaient pas. Un empire construit sur le silence avait finalement été forcé de parler et il hurlait. L'appel vint juste avant minuit. Hanso Jane y répondit à la première sonnerie. Amamira s'était effondré. Les docteurs dirent que c'était un empoisonnement. Lent, délibéré. Quelque chose s'était glissé dans sa boisson lors d'un contrôle de routine. Elle était inconsciente maintenant, son corps insensible, sa respiration peu profonde. Il ne savait pas si elle se réveillerait. Han ne dit rien quand l'appel se termina. Il se tint en silence, son téléphone toujours dans sa main. Ash se leva lentement à ses côtés, sentant le changement. Le calme qui entourait habituellement Han était parti. À sa place se trouvait quelque chose de plus lourd, de plus froid. Ce n'était plus de la pression. C'était des représailles. Les agents de Hale avaient franchi une ligne dont ils ne pouvaient reculer. Han ne cria pas. Il ne cassa rien. Il donna simplement des instructions silencieuses, précises, du genre qui n'avaient pas besoin d'être répétées. En quelques heures, Lucas Hale fut localisé. Pas dans un club, pas dans un penthouse. Se cachant, une pièce sécurisée, des murs renforcés, des gardes privés, une technologie coûteuse destinée à protéger un homme qui n'avait jamais vraiment été en danger auparavant. Cela n'avait pas d'importance. Luca fut pris sans lutte. Aucun coup de poing ne fut jeté. Aucune arme utilisée. Aucune peur induite au-delà de ce qui était nécessaire. Il fut bandé les yeux, maîtrisé et déplacé rapidement. Il cria d'abord, puis il supplia, puis il se tut. Quand le bandeau fut retiré, Luca se retrouva assis en face d'un large bureau dans un bureau tranquille. Les lumières étaient la pièce était propre, ordonnée. Han Xiaoene était assis en face de lui. Ash était assis à ses côtés. Le souffle de Luca était rapide et peu profond. Son visage était pâle, ses vêtements chair froissés, sa confiance envolée. « S'il vous plaît, » dit Luca, « je paierai, je jure. Mon père payera n'importe quoi. » Han le regarda, pas avec colère, avec déception. « Vous souvenez-vous d'Amira Cole ?» demanda Han calmement. Luca fronça les sourcils. « Qui ?» Han ne répondit pas immédiatement. « La serveuse » continua-t-il, « celle dont vous avez brûlé les mains. » La reconnaissance scintilla brièvement. « Oh » dit Lucas, « cette fille !» Han se leva. Il marcha autour du bureau lentement, délibérément. « Elle est dans le coma » dit Han, « à cause de vous. »« Je ne l'ai plus touchée » dit Lucas rapidement. « Je jure que ce n'était pas moi. » Han s'arrêta devant lui. « Vous bénéficiez de la violence faite en votre nom, dit-il. C'est suffisant. »
Han retourna à son siège et plaça 3 objets sur le bureau. Un document, une petite clé USB, un pistolet. Lucas les fixa, confus. « Vous avez 3 choix, dit Han. Il tapota le document. Vous signez une confession complète. Vous témoignez de tout ce que vous savez. Chaque crime, chaque menace, chaque opération illégale liée à votre famille. » Il tapota la clé USB. Vous renoncez à votre héritage. Chaque set, il sera transféré aux victimes. Puis il posa sa main près du pistolet. Ou vous choisissez d'y mettre fin vous-même. La bouche de Lucas tomba. Vous êtes fou, murmura-t-il. Non, répondit Han. Je vous donne le choix que vos victimes n'ont jamais eu. Mon père me tuera si je témoigne, dit Lucas, la panique montant. Alors vous comprenez la peur, dit Han. Enfin! Lucas regarda le pistolet, puis le document, puis Han. Comment savoir que vous me laisserez vivre, demanda-t-il. Vous ne le savez pas, dit Han calmement, mais si vous coopérez, vous le ferez. Les yeux d'Ash ne quittèrent jamais Lucas. Des minutes passèrent. Les mains de Lucas tremblèrent alors qu'il tendait la main vers le stylo. « Je signerai, dit-il d'une voix rauque. Je témoignerai, je donnerai tout. » Han hocha la tête une fois. « Alors vos conséquences commencent. Pas avec la mort, mais avec la vérité. » 1 an plus tard, début de l'automne, la ville avait changé. Ravenport bougeait toujours vite, scintillait toujours de tours de verre et d'argent. Mais quelque chose sous la surface se sentait différent, plus silencieux, plus prudent, comme si le pouvoir avait appris brièvement à quel point il pouvait être fragile. La condamnation de Richard Hale remplissait chaque chaîne d'information. Il se tenait au tribunal sans sa confiance habituelle, les épaules raides, le visage tiré. Disparus étaient les avocats qui souriaient autrefois facilement à ses côtés. Disparus étaient les faveurs silencieuses et les audiences retardées. Les preuves étaient trop lourdes, trop publiques. Le juge parla clairement. Les accusations furent lues lentement. Travail forcé, crimes financiers, abus de pouvoir. De longues années d'exploitation cachées derrière des mots polis et des bâtiments chers. La sentence tomba durement. Des décennies. Quand le marteau frappa, le son résonna à travers la salle d'audience. Richard Hale ne regarda pas en arrière. Son empire se termina non par des applaudissements ou des protestations, mais par le silence. De l'autre côté de l'allée, Lucas Hale était assis sous garde. La prison l'avait déjà changé. Son visage était plus mince. Ses yeux ne cherchaient plus l'admiration. Quand il se leva pour parler, sa voix ne portait plus d'arrogance. Il confirma tout. Les installations illégales, les menaces, l'intimidation, le silence acheté avec de l'argent. Son témoignage scella ce qui restait du nom Hale. Lucas reçut sa sentence peu après. Des années derrière les barreaux, pas de traitement spécial, pas d'arrangement privé, et chaque dollar qu'il s'attendait autrefois à hériter était parti. Transféré non pas à des avocats, non pas à sa famille, mais à une fondation de survivants construite sur les ruines de Hale Industrial. La fondation occupait un bâtiment rénové en bordure de la ville, où autrefois des travailleurs étaient exploités. Il y avait maintenant des bureaux ouverts, des salles de classe et des salles médicales. Sa mission était simple: soins, protection et opportunités pour ceux lésés par l'abus de pouvoir. Naomi Cole aida à la diriger. Elle travailla de longues heures, apprenant vite, écoutant attentivement. Elle connaissait la douleur du silence. Elle savait à quoi ressemblait la peur. Les survivants lui faisaient confiance parce qu'elle avait été l'une d'entre eux. Elle parlait doucement mais avec force. Quand elle promettait de l'aide, les gens la croyaient, et lentement des vies se reconstruisirent. Emira Cole se rétablit. Le coma se termina après des semaines d'incertitude. La guérison fut lente, douloureuse mais constante. Ses mains portaient des cicatrices, des rappels qu'elle ne cachait pas. Elle refusa de les laisser la définir. Au lieu de cela, elle transforma sa douleur en but. Elle devint la directrice d'un programme de thérapie par chien d'assistance financé par la Fondation.
Les survivants travaillaient avec des chiens entraînés, apprenant de nouveau la confiance par une compagnie silencieuse. Les chiens écoutaient sans jugement. Ils restaient quand les mots manquaient. Amamira trouva la paix dans ce travail. Dans la douce traction d'une laisse, dans la présence constante d'animaux qui comprenaient la loyauté sans explication, son sourire revint. Cette fois, il était réel. À travers la ville, le café où tout avait commencé n'appartenait plus à un seul propriétaire. Il devint propriété des travailleurs. Le personnel prenait les décisions ensemble. Les horaires étaient justes. Les voix comptaient. Personne ne baissait plus les yeux. Les clients remarquèrent la différence. L'air se sentait plus léger. Et parfois, dans la banquette d'angle près de la fenêtre, un homme familier était assis tranquillement avec une tasse de thé. Hansi O'Jean s'était retiré. Il n'apparaissait pas dans les interviews. Il refusait la reconnaissance. Son nom disparut des gros titres aussi vite qu'il était apparu. C'était ainsi qu'il le préférait. Il restait présent, pas puissant, observateur, pas dominant. Quand les systèmes fonctionnaient, il restait hors de vue. Quand il vacillait, il restait prêt. Ash vieillissait gracieusement à ses côtés, calme et stable, content de longues promenades et d'après-midi tranquilles. Han ne revendiqua jamais la victoire. Il comprenait quelque chose que beaucoup ne firent jamais. La justice n'était pas la vengeance. C'était la réparation. C'était la restauration. C'était s'assurer que les blessés pouvaient se tenir debout de nouveau sans peur. Alors que les feuilles d'automne dérivaient à travers les rues de Ravencourt, l'équilibre s'installa là où le chaos régnait autrefois. Les puissants apprirent les limites, les vulnérables trouvèrent du soutien, et le gardien silencieux retourna dans les ombres. Pas comme un héros, pas comme un dirigeant, mais comme quelqu'un qui comprenait que la vraie force n'était pas dans la destruction, mais dans ce qui restait debout après. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires intéressantes.